Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h dont je vous propose de découvrir le sommaire. La conférence de presse du meeting Herculis s'est tenue aujourd'hui en présence des têtes d'affiche de l'épreuve, dont Cassandre Beaugrand, qui a fait ses armes à Monaco et qui attendait avec impatience de fouler la piste du Stade Louis II dans ce cadre-là. Nous avons également rencontré Mondo Duplantis, double champion olympique de saut à la perche et multi-champion du monde, qui évoquera sa nouvelle vie en principauté ainsi que l'attachement qu'il porte à Monaco et son meeting d'athlétisme. Nous célébrons cette année le 21e anniversaire de l'accession au trône du prince Albert II. C'était le 12 juillet 2005. Hier, l'ambassade de Monaco à Paris organisait sa traditionnelle réception annuelle autour de cette commémoration. Égalité des droits, inclusion, lutte contre les discriminations, ce sont les trois principaux axes de l'action de l'association Mon Arc-en-Ciel. Et pour permettre d'échanger sur ces questions, elle organisait hier une Monaco Pride aux Stars of Monaco. Nous serons dans ce journal avec la présidente de l'association, Laure Salvanac. Et puis nous irons découvrir les trésors d'ingéniosité qu'ont déployé les équipes qui participent au Monaco Energy Boat Challenge. Les meilleurs athlètes de la planète sont arrivés à Monaco à quelques heures du meeting Herculis, rendez-vous incontournable de la Diamond League. Les champions ont affiché leurs ambitions lors de la conférence de presse officielle cet après-midi. Records, rivalité et performances de très haut niveau sont au programme de cette 40e édition qui promet une nouvelle soirée d'exception au Stade Louis II. Gaëtan Lebrun et Thomas Deus les ont rencontrés avant leur entrée en piste. Le compte à rebours est lancé. À la veille du meeting Herculis, les plus grandes stars de l'athlétisme mondial étaient réunies en conférence de presse pour évoquer leurs objectifs et leur état de forme avant ce rendez-vous de la Diamond League. Julian Alfred, Oblique Séville, Moutaz Barchim et Faith Kipyegon sont revenus sur leur préparation et visent bien évidemment l'or demain dans leurs disciplines respectives. I feel good. I'm in really good shape. I mean, like I said, I went back for the past 4 weeks and really worked on what I had to work on. And, I'm in great shape physically and mentally as well. So I'm really excited to race tomorrow, God's willing. I'm very excited to perform here because it's my first time and I expect good performance here as well because when I look back on the previous and the Diamond Leagues in the past, I love the crowd, I love the era that is here and everything. So I'm looking forward to compete. Coming back hopefully for another win, for a good performance, especially that last year was really difficult for me, dealing with some very serious injuries. So now I'm finally back, being able to put on my spikes, being able to do what I do, what I love the most, which is jumping and competing. And it's like going to be my 4th competition of the year, and I'm looking for an improvement. Monaco is like my second home. I was here in February doing the 10K, and I'm so happy to be here again. After, doing great in the first 10K, and it was really fun. Rendez-vous demain à 18h pour une soirée qui risque encore de battre tous les records. Ce meeting Herculis marque le grand retour à Monaco de Cassandre Beaugrand, elle qui a débuté en principauté toute jeune. S'en est suivi le parcours que l'on connaît, couronné par le titre olympique en triathlon à Paris 2024. Et aujourd'hui, l'athlète a décidé de prendre un nouveau virage. Elle s'est préparée pour disputer demain le 3000 mètres et elle est avec nous. Bonsoir Cassandre Beaugrand. Bonsoir. Vous allez prendre part au meeting Herculis pour la première fois. Qu'est-ce que cela représente pour vous de participer à l'un des plus grands rendez-vous de l'athlétisme mondial ? Pour moi, c'est tout simplement un rêve de petite fille. C'est vrai que j'ai commencé plus par la natation et l'athlétisme. Et du coup, j'ai fait mon premier 1000 mètres Herculis quand j'avais 11 ans, il me semble, en 2008. Donc voilà, après, j'étais restée le soir pour regarder les plus grands et les champions, du coup. Et c'est vrai que pour moi, c'était tout simplement un rêve et je pensais jamais avoir la chance de pouvoir courir ici, justement. Ce virage vers la piste et le 3000 mètres après votre titre olympique en triathlon, il a été intensément préparé ? Ça a été un peu plus difficile que prévu l'année post-olympique. Donc à la fin de saison, justement, quand j'ai essayé de trouver en fait un nouveau challenge pour cette année, c'était une de mes idées premières. Et donc j'ai déjà pensé en octobre dernier. Et ensuite, par contre, il y avait des étapes à passer avant de pouvoir m'aligner sur ce genre de compétition parce que je voulais prouver que j'avais ma place et il fallait que je cours vite avant ça. Donc c'est pour ça que j'étais contente d'avoir fait un bon 5000 mètres à Nice en mai. Bon, alors on pourrait croire qu'il est plus simple de disputer un 3000 mètres plutôt qu'un triathlon qui combine natation, vélo, course. Ce n'est pas le cas, bien sûr.
Alors non, pour moi, c'est pas forcément plus simple parce que voilà, c'est quand même très spécifique quand même. C'est beaucoup plus rapide que ce que j'ai l'habitude de courir. Mes allures sont beaucoup plus lentes en triathlon, on va dire. Donc il a fallu remettre du rythme. Et du coup, je sais pas si j'en aurai encore assez pour demain, mais je vais faire de mon mieux en tout cas et j'espère que ce sera le cas. Monaco occupe une place particulière dans votre parcours. C'est ici que vous avez disputé certaines de vos premières grandes compétitions. Quels souvenirs cela vous rappelle-t-il ? Encore une fois, je pense que voilà, j'ai eu plein de souvenirs. J'arriverai pas à m'en souvenir justement d'un spécial, mais je sais justement les soirées où justement je revenais pour rejoindre le club parce que voilà, j'habitais sur Antibes. Et parfois, je revenais de passage justement et essayer de m'entraîner avec le club. Et ça, c'était vraiment cool. J'ai partagé de bons moments. Et voilà, encore une fois, quand je venais pour voir le mythique quand j'étais plus jeune, c'était tout simplement incroyable. Et avoir la chance aussi de courir l'événement quand on est enfant sur cette piste, c'est juste fou aussi. Et quand vous revenez en principauté aujourd'hui, avez-vous le sentiment de mesurer le chemin parcouru depuis vos débuts ? Forcément, je pense qu'on apprécie encore plus le chemin qu'au final, le résultat final. Donc voilà, je pense que c'est vraiment... Quand je me rappelle la Cassandre il y a 10 ans, ou même maintenant peut-être 20 ans, je pense qu'elle serait très fière, je pense, maintenant. Et après un titre olympique, comment continue-t-on à se fixer de nouveaux objectifs et à entretenir cette envie de progresser ? Je pense tout simplement, justement, c'est bien de faire un petit peu autre chose, comme cette année où j'ai remis un peu le pied dans l'athlétisme. C'est juste pour voilà, continuer à garder mes entraînements justement en triathlon et juste mettre un peu plus de spécifique vitesse. Et voilà, découvrir un nouvel environnement comme celui-ci, de nouvelles têtes et de nouvelles cultures aussi, c'est vraiment cool. Merci Cassandre Beaugrand d'avoir répondu à nos questions alors que vous disputerez demain le 3000 mètres du meeting Herculis. Merci beaucoup. Et avant le lancement du meeting Herculis, celui qui est très attendu, Armand Duplantis, s'est rendu hier soir à la boutique Omega, son partenaire depuis plusieurs années. Le Suédois a récemment emménagé en principauté et profite avec sa femme de la vie monégasque. Grâce à l'initiative de Mondo et à sa demande, le meeting Herculis propose 2 concours de saut à la perche cette année. C'est une première, saut à la perche hommes et femmes. Le détenteur du record du monde sera l'une des têtes d'affiche demain soir avec, pourquoi pas, qui sait, un nouvel exploit à la clé. Alexandre Olivier et Lionel Bernardi ont pu échanger avec lui. Yeah, we like going out of Monaco. We're still, to some degree, pretty new, so we're still trying to feel all the areas out, and we're trying to just enjoy all the different pockets that we can find. My wife and I have always just loved the region, loved the area, and loved Monaco also. And so, yeah, we had the opportunity basically, and we took it. And we've been really enjoying our time here thus far. And now I'm really excited to be competing here at Stade Louis XI. So that's going to be also really fun. Yeah, that's going to be great. So I'm super excited about that. I'm really happy that I was able to get my wheel through and I'm able to jump. So I just hope that now I can put on a really good show for everybody. It's going to be my first time jumping at the stadium while being a resident. So need to make sure. What can we expect from you? Something big. New world record? Hope so. Et je vous rappelle donc les modalités logistiques du meeting Herculis. Il y a encore quelques places disponibles. Ouverture des portes à 18h et début des compétitions à 19h au Stade Louis II. Nous allons maintenant nous rendre à Paris, où l'ambassade de Monaco en France et la délégation permanente de la Principauté de Monaco auprès de l'UNESCO ont organisé conjointement une réception à l'occasion du 21e anniversaire de l'avènement du prince Albert II, un événement que chaque ambassade monégasque à travers le monde s'attache à célébrer à l'approche de la date anniversaire. Nous retrouvons à Paris nos correspondants Justin Adel et Jérémy Henry. C'est au cœur du pavillon Dauphine à Paris que la réception s'est déroulée. Réception organisée tous les ans à l'approche de la date anniversaire correspondant à l'avènement du souverain. C'est une tradition à laquelle nous tenons énormément parce que c'est l'occasion de réunir tous les amis de la Principauté à Paris, en France aussi, et nous sommes très fiers de pouvoir le faire. L'ambassade de Monaco en France co-organise cet événement avec la délégation permanente de Monaco auprès de l'UNESCO. Valérie Bruel-Melchior est ainsi accompagnée par la 2e ambassadeur monégasque en France, Anne-Marie Boisbouvier. Nous avons de nombreux sujets sur lesquels nous pouvons échanger et le fait d'être 2 ambassadeurs à Paris, c'est un grand plus pour pouvoir justement drainer et les sujets et les discussions et souvent aussi les bonnes volontés pour faire avancer des dossiers.
Marquée par la canicule, cette réception au code vestimentaire allégé a permis de réunir des ambassadeurs accrédités au bilatéral, mais également à l'UNESCO. Une manière de réunir tous les amis diplomatiques de la principauté en France au même endroit, le temps d'une soirée, un événement qui va au-delà du simple cocktail. C'est aussi l'occasion de mettre en valeur la principauté d'une manière plus large et plus globale. Et nous trouvons régulièrement des points à mettre en valeur. Cette année, c'est plus particulièrement le spatial qui a été mis à l'honneur, dans la mesure où nous avons une actualité particulière avec la société Venturi. Venturi expose ainsi, à l'occasion de cette soirée, un rover qui, dans quelques années, sera l'une des innovations envoyées dans l'espace. Ce rover a été conçu tout d'abord grâce à l'inspiration de Gildo Pastor, qui est notre président et qui a cette vision qui anticipe les besoins sur la Lune d'avoir de la mobilité. Mais pour mouvoir ce rover, il nous faut de l'énergie. Cette énergie, on l'a grâce à des batteries qu'on a dessinées, développées, testées et assemblées à Monaco. Mona Luna et son réseau électrique 100% made in Monaco pourraient ainsi atteindre le pôle sud de la Lune en 2030. Un savoir-faire monégasque qui a toute sa place au cœur de cette réception, autant cette dernière reste un outil au sein des relations bilatérales et plus généralement internationales. Retour à Monaco où le ministère d'État accueillait aujourd'hui le 18e conseil scientifique de l'Institut de la statistique et des études économiques. Nous vous révélions hier les résultats de la grande enquête sur le tourisme. Au cours de la séance de ce matin, différents autres travaux ont été évoqués sur les thématiques de l'immobilier ou bien encore plus largement de l'économie monégasque. Des enquêtes sur lesquelles le gouvernement peut s'appuyer notamment pour prendre des décisions. Nous écoutons le président du conseil scientifique de l'INSEE, le professeur Pierre Dubois. Pour ce qui est du logement, l'enquête est très utile pour savoir quelle est l'évolution du prix de l'immobilier, notamment par quartier, parce que les prix de l'immobilier ne sont pas exactement les mêmes, sont très élevés évidemment à Monaco, mais ne sont pas les mêmes en fonction des quartiers. C'est des questions compliquées, mais vraiment importantes pour une principauté dont on sait que la démographie fait que, et la géographie fait qu'on a des contraintes sur le logement qui sont très, très fortes. Sur la question des salaires à Monaco, ce que montre l'enquête, c'est qu'il y a une diminution de l'écart de salaire homme-femme. Ce qu'on a souligné ce matin, c'est aussi le fait qu'il y a de plus en plus d'incertitudes dans l'environnement économique. Ce n'est pas simplement un problème pour Monaco, c'est un problème en France, c'est un problème pour pas mal de pays européens. Et donc Monaco doit s'adapter, doit essayer aussi d'améliorer ses prévisions de conjoncture. Mais l'économie monégasque se porte bien. Elle est très bien analysée par l'INSEE. On peut être assez optimiste sur l'évolution de l'activité à Monaco. Le président du conseil scientifique de l'INSEE répondait aux questions d'Alban Gingembre. C'était un événement qui se voulait festif mais à haute portée symbolique. Hier soir, l'association Mon Arc-en-Ciel a organisé au Stars of Monaco la Monaco Pride 2026. Un moment de partage pour rappeler l'importance des combats pour obtenir l'égalité des droits des couples homosexuels par rapport aux couples hétérosexuels, pour dénoncer aussi la discrimination, et ce alors que le gouvernement a annoncé le 30 juin dernier au Conseil national son intention de créer un nouveau statut juridique d'union civile. Le projet, qui a fait l'objet d'un avis favorable, pourra être transformé en projet de loi. Il vise à moderniser les droits de la famille et à élargir les reconnaissances juridiques existantes. Bonsoir Laure Salvanac. Bonsoir Patricia. Pourquoi était-il important pour vous d'organiser cette Monaco Pride ? Alors, c'est tout d'abord pour se rassembler. C'est un moment qui est festif, donc c'est vraiment pour se réunir, pour faire la fête avant toute chose, et pour montrer notre présence et qu'on est là et se manifester un petit peu à notre manière. Vous parlez de visibilité, d'inclusion, d'égalité. Est-ce que ces trois objectifs sont suffisamment pris en compte aujourd'hui, selon vous ? Alors, l'égalité, non. Non, puisqu'on n'a pas les mêmes droits que les autres. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une égalité parfaite à Monaco, du moins. Par contre, en termes de visibilité et d'inclusion, honnêtement, les choses avancent et positivement. Donc, on est plutôt satisfaite. Et on est là aussi pour célébrer ce soir toutes les petites avancées qui se sont passées au cours de cette dernière année. Et vous, alors plus particulièrement, qu'attendez-vous comme avancée ou comme dynamique à insuffler ?
On attend tout simplement toujours la même chose depuis le début. On attend d'avoir les mêmes droits que les autres, que les couples hétérosexuels. On attend une reconnaissance de nos familles, une reconnaissance de nos mariages. On attend vraiment tout ça. On sait qu'il y a eu une certaine avancée dernièrement à Monaco et voilà, on est hyper contents. Dans votre communiqué, vous évoquez les jeunes LGBTQ+, qui prennent davantage la parole. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? Ils sont fiers. Franchement, ils sont fiers de nous, ils sont fiers de ce qu'on fait, ils sont fiers qu'il y ait des personnes comme nous aujourd'hui qui arrivent à parler, à communiquer et qui arrivent à créer des événements, une association. Ils se sentent écoutés, ils ne se sentent pas seuls et ça, c'est très important pour nous. Vous nous avez dit que vous attendiez de nouvelles avancées. Le Rainbow Map classe Monaco 43e sur 49 en Europe. Oui. Est-ce que c'est un signal d'alarme ou au contraire un levier pour faire évoluer les choses ? Alors nous, on le voit comme un indicateur parce que ça nous permet effectivement de savoir un petit peu où on en est. Et après, oui, c'est une alarme parce que ça montre qu'à Monaco, on a encore beaucoup de choses à faire, mais on y croit vraiment et on est content, en tout cas au niveau des institutions et du gouvernement, que même si ça va avancer doucement, pas à pas et qu'on va avoir beaucoup de mal, ça va avancer, on le sait, on a confiance. C'est le but, cette Pride, elle est ouverte à tous. Quel message souhaitez-vous adresser aux personnes qui ne se sentent pas directement concernées ? De venir nous soutenir, tout simplement de nous soutenir parce qu'on a besoin de tout le monde, on n'a pas besoin que des personnes LGBT, on a besoin on a besoin de sponsors, on a besoin des institutions privées, publiques, on a besoin de tout le monde et même des gens qui se sentent pas concernés parce que c'est pas leur cas particulier, mais en tout cas qui veulent nous aider et qui nous acceptent surtout. Vous nous l'avez dit, vous percevez des avancées politiques. Est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités évoluent ? Parce que le travail très important aussi, il est peut-être de ce côté-là. Alors c'est long, mais on dialogue quand même beaucoup. On sent quand même qu'il y a certaines institutions qui essayent de faire des choses. On se sent quand même écouté, même si on sait que ça va être long, mais on sait qu'on va y arriver. On espère. Voilà, l'optimisme. Merci Laure Salvagnac d'avoir été notre invitée à l'occasion de la Monaco Pride. Merci à vous pour ce beau moment. Revenons à présent sur les travaux de l'Académie de la mer. Le désenclavement des pays du Sahel est un sujet plus particulièrement porté par le professeur Mohamed Amin Balambo et il est intervenu cette semaine auprès des élèves de l'Académie. L'objectif est de sensibiliser aux problématiques économiques rencontrées par ces pays enclavés pour ensuite présenter une solution qui sera un vrai défi logistique. Alexandre Olivier et Alexandra Paolini sont allés à sa rencontre. Pour le désenclavement des pays du Sahel. On le sait aujourd'hui, les pays du Sahel connaissent un certain nombre de problèmes structurels d'un point de vue économique que le Maroc essaye de résoudre à travers la mise à disposition de ces infrastructures. La solution très concrète, c'est que le Maroc, dans une logique de coopération sud-sud, a mis en place un certain nombre d'infrastructures portuaires, le futur port de Dakhla, à travers lequel on vise à faire bénéficier les pays du Sahel d'infrastructures de très grande qualité. Et donc c'est un port qui va constituer un hub logistique important. Et ça permettra également de créer des logiques de co-développement économique. Alors on le sait, les pays du Sahel aujourd'hui exportent, mais exportent essentiellement de la matière première. L'idée est de faire de cette zone également une zone de transformation et donc de faire bénéficier ces pays amis et frères du savoir-faire marocain. C'est la 3e édition où je participe à l'Académie de la mer, c'est toujours avec un très très grand plaisir. Et le discours a évolué étant donné que la réalité économique évolue, puisque entre ma première intervention et cette 3e intervention, on est arrivé à pratiquement 70% de la concrétisation du projet, c'est-à-dire le futur port de Dakhla, et donc un certain nombre d'effets d'entraînement qui s'en suivent, et ça sera l'objet de mon intervention. Les travaux de l'Académie de la mer qui s'achèveront samedi et à l'issue desquels une cérémonie de remise de diplôme aura lieu. Les bateaux du futur prennent le large. Le Monaco Energy Boat Challenge revient avec 54 équipes venues du monde entier pour s'affronter lors de courses de vitesse, d'endurance et de maniabilité.
tout en présentant leurs innovations en matière de technologie. Gaëtan Lebrun et Jean-Alexandre Dordet sont allés à la rencontre de l'une des équipes engagées dans la compétition. Parmi les équipes engagées cette année, on retrouve Tameo, l'association de l'ENSTA Paris. Une trentaine d'étudiants ont consacré une année entière à concevoir, fabriquer et tester leur bateau. De la modélisation sur ordinateur aux essais sur l'eau, ce projet leur permet d'appliquer leurs connaissances à un véritable défi d'ingénierie. L'objectif premier, c'est quand même d'appliquer nos apprentissages en cours, en classe, sur un projet pratique qui existe en dehors des salles de cours et qui nous permet en fait de découvrir un autre monde de l'ingénierie qu'on ne voit pas forcément en école, principalement. Et puis à côté, c'est se dépasser, apprendre à côtoyer d'autres personnes, des étrangers qui viennent d'autres pays, discuter avec plein de monde et puis faire des rencontres. 5e du classement général l'an dernier, Tameo revient avec un bateau allégé, de nouvelles batteries et une première participation dans la catégorie intelligence artificielle, où le catamaran doit être capable de se piloter tout seul. On a collaboré avec l'entreprise Save My Battery pour réaliser ces nouvelles batteries, parce que l'an dernier, un des problèmes qu'on a rencontrés, c'est qu'on avait des moteurs assez puissants, mais les batteries ne permettaient pas d'utiliser toute la puissance de ces moteurs, donc on a réglé ce problème cette année. Au niveau du bateau intelligence artificielle, on a eu pas mal de complications, donc l'objectif pour cette première participation, ça serait au moins de pouvoir faire les courses. On n'a pas d'objectif de podium ou de classement particulier, juste pouvoir participer et finir chaque course, ça serait vraiment incroyable. Une édition record pour cette 13e édition du Monaco Energy Boat Challenge qui comptera 54 équipes, plus de 1000 étudiants et 21 nationalités représentées. Le final est prévu samedi sur le plan d'eau monégasque. C'est la fin de ce journal. Dans un court instant, les prévisions météo de Sarah Inkari, que vous retrouverez également demain à 19h. Nous refermons cette édition sur les photos de Frédéric Nébinger prises hier lors de la Monaco Pride. Très belle soirée et à très bientôt sur Monaco Info. Et 30 degrés. En fin d'après-midi et dans la soirée, le ciel pourrait s'assombrir avec un risque d'averses orageuses. Cela devrait rafraîchir un peu l'air, c'est la bonne nouvelle. Nous fêterons ce vendredi la Saint Ulrich, un évêque originaire d'Allemagne reconnu pour son dévouement envers les plus démunis. Et nous célébrerons aussi nos adorables compagnons à l'occasion de la Journée mondiale des chats. Excellente soirée à vous sur Monaco Info. À demain.